Racaille, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, l'émission à Racaille donc sera consacrée aux cartoonistes d'hier et d'aujourd'hui, qui sont, pour ceux dont on va parler, les mêmes. Voilà. Avec aussi un regard en marge sur l'art d'aujourd'hui, de demain et d'hier, sans gonflette superfétatoire. Comme il est convenu dans ce milieu, avec quelques incursions pour dénoncer les sales coups de la politique politicienne dévoyée qui rend les peuples incapables de s'autogérer. Voilà, privation de liberté à tous les étages. Bonjour, je vous rappelle le numéro du studio si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales, le 01 43 71 89 40. C'était Piquet-Coup à la régie. Les faux culs de l'air du temps se pavanent à tous les vents. On les voit, on les entend sur les ondes et les écrans. Philosophes d'opérette, marchands de sable, prophètes, qui dans les salons caquettent, ronds de jambes et girouettes. Les faux culs de l'air du temps, les modernes, les rampants, ne nous vendent que du vent à des prix exorbitants. Tous les foireux diafoirus, jargonautes qui laïus, voudraient nous filer le virus de l'homo libéralus. Les faux culs de l'air du temps, morts au nez et morts aux dents, s'en iront prêter serment au maréchal du moment. Ils manient à leur manière l'euphémisme cache-misère et servent à la cuillère la langue de bois LQR. Les faux culs de l'air du temps qui sont rentrés dans le rang. Il y en a partout à présent. On est cerné, c'est navrant. Tous ils nous font la leçon en nous prenant pour des cons. Sûr que vont pleuvoir les millions lorsque nous nous y mettrons. Lorsque nous nous y mettrons. C'était Jean Vascal et Faux culs de l'air du temps. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Aujourd'hui, dans cette émission, on vous parlera des cartoonistes d'hier et d'aujourd'hui, mais avant tout ça, le presse-papier de la semaine, où on va évoquer avec vous trois nouvelles, trois news, comme on dit dans le milieu du presse-papier, qui concernent pas l'Ukraine, on peut pas passer au travers, hein, évidemment. Une autre qui va concerner une histoire de comment dirais-je, eh ben là je l'ai pas sur mon papier, comment ça se fait? Une histoire de cantine. Une histoire de cantine, c'est Piquet-Coup qui vous en causera. Et enfin, je vous parlerai de, je l'ai déjà dit, ou peut-être pas, Filippetti, qui privatise elle aussi. Voilà, elle privatise, elle cède des subsides du privé pour son petit business. Bon,
Pas pour elle, hein, elle se fait pas de la thune, mais elle peut créer des projets avec l'argent du privé, entre autres Total. Bon, alors je vous ai donné j'ai pas encore la citation de notre camarade Desproges. C'est à cela qu'on reconnaît les communistes. Ils sont fous, possédés par le diable, ils mangent les enfants et en plus, ils manquent d'objectivité. Voilà, ça vous pouvez le rapporter à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais pas que, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Russie, parce que l'Ukraine, c'est la Russie d'abord, qui fout le bousbire en Ukraine. On serait revenu au temps du petit père des peuples, le sanguinaire Staline, ou au national-socialisme du sanguinaire Hitler. C'est à peu près les mêmes démarches, voilà, où les peuples vont encore être opprimés pour, si vous voulez, le bénéfice de quelques oligarques qui s'en mettent plein les fouilles, où on a vu des images sur les étranges lucarnes, comme dirait Canard, de la propriété, d'une des propriétés du président bouffon de l'Ukraine, Yanukovych, vous voyez, c'est avec piscine, zoo privée, etc., etc., etc. Voilà, mais il n'en a pas qu'une, comme ça il en a plusieurs. Son fils aussi est un millionnaire qui a doublé sa fortune pratiquement pendant le temps de la mandature de son père, vous voyez ce que je veux dire. C'est la même chose en Russie avec Poutine et tous les oligarques russes. Voilà, la même chose en Chine, la même chose même en France d'une certaine manière, parce que on a vu les scandales avec comment il s'appelait ce pétaradeur là, de ministre du budget là, en France là, qui a emmené ses Cahuzac, on a eu l'affaire Cahuzac, on a eu l'affaire Tapie, qui à un moment été ministre aussi de Mitterrand, il choisissait bien ses ministres lui aussi, le copain de Bousquet là, voilà. Et puis bref, on va arrêter parce que ça donne la nausée, voilà. C'est-à-dire que les peuples, bon, sont là-dedans. Ils sont traités comme d'habitude, quoi, que sont des esclaves, quoi. Comment joindre les deux bouts dans ce système qu'ils ont instauré, ici comme ailleurs, pour nous opprimer et nous réduire en esclavage, car c'est un peu ça, mal. Alors il y a des esclavages plus ou moins honteux, plus ou moins douloureux, voilà. Mais en France, il y a quand même 10 millions de pauvres, hein, faut pas l'oublier. Il y a aussi des riches qui ont multiplié leur fortune. Par exemple, pas L'Oréal, comment que c'est? Si, L'Oréal, je pense, c'est ça, oui, L'Oréal de la famille du Conlajoie, là. Ils avaient 32 milliards de fortune l'année dernière, ils en ont 34 cette année, vous voyez. L'Américain le plus riche du monde, le milliardaire qui a 70 milliards de machin, il a aussi augmenté. Il est redevenu le premier, là, le créateur de Microsoft, etc., etc. Et puis nous, pendant ce temps-là, on vire des ouvriers de leurs usines, des outils de travail. Vachement, j'ai vu ce matin aux nouvelles des nanas qui s'étaient mobilisées pour reprendre leur outil de travail, qui faisaient des soutiens-gorge, toutes ces choses-là. Et ben, elles vont peut-être fermer parce que c'était une coopérative. Elles vont peut-être la fermer parce que les banques ne les soutiennent absolument pas. D'ailleurs, les banques, c'est le premier licencieur de France. C'est eux qui soutiennent pas les petites PME qui essayent de se démerder, qui ont un savoir-faire. Ça fait vraiment, on a le cœur qui voilà, on voyait leur atelier, c'est magnifique, c'est un outil de travail extraordinaire et tout ça, ça va être foutu en l'air pour refiler du boulot, voilà, dans les pays émergents qui ont besoin de boulot, c'est vrai, il y a des gens là-bas qui gagnent leur vie grâce à ça, mais il y a surtout des milliardaires qui en engrangent de plus en plus grâce à ça, mais pas que dans les pays émergents, dans nos pays aussi, vous voyez, il y a plus les gens sont riches d'un côté, plus ils sont pauvres de l'autre. Voilà. Alors en Ukraine, l'Ukraine, Europe, États-Unis, Chine, même combat. C'est tous des dictatures plus ou moins avérées, quoi. Mais en tout cas, ils nous prennent tous pour des cons. Voilà. Alors surtout, tombez pas dans le panneau, comme ça a été souvent le cas au cours de l'histoire, où il y avait des guerres qui étaient déclarées au nom d'intérêts privés. Et c'est le bon peuple qui allait au casse-pipe, et puis voilà, c'est les millions de morts, c'est jamais chez ceux qui initient les guerres, c'est toujours ceux qui les font, c'est-à-dire les nous autres. Voilà, alors, non à la guerre, vous comprenez ce que je veux dire, les anarchistes en tout cas sont absolument contre toutes ces conneries, et ils se laisseront pas prendre au piège, au moins eux, et comme il y en a pas un sur 100, ça fera beaucoup de monde, mais on vous invite, vous qui nous écoutez, à essayer de prendre le train avec nous.
Mais tu comparais ce matin là à Munich aussi en 38. Oui, c'est la même chose que Munich. Voilà, Hitler, il a complètement bluffé les Européens. Il pariait sur l'espèce de lâcheté, c'est-à-dire ça s'est passé exactement comme il l'avait voulu. Et je pense que Poutine, c'est la même chose. Il mise sur notre espèce de lâcheté pour pouvoir envahir impunément l'Ukraine, soumettre ces populations qui ont fait une révolution exemplaire. Qui ont eu je sais plus combien de morts à la place sur la place de Kiev, là Maïdan ou un truc comme ça, voilà. Et voilà, mais ce mec-là, parce qu'en face les gens, ils font dans leur froc, quoi. Il y a du gaz russe. Alors évidemment, que les Français qu'on se serre la ceinture, qu'on se chauffe moins, qu'on s'habille mieux l'hiver, et puis voilà. Et le gaz russe, on l'emmerde, voilà, parce que le gaz russe, il profite même pas aux Russes. C'est ça le problème. Ça profite pas au peuple, ça profite à des oligarques qui ont la main sur ces choses-là, dont le premier est Poutine. Voilà. Bon, allez, j'arrête, parce que je vais avoir des boutons et je vais avoir des erreurs d'estomac. Comme les Jeux Olympiques. Oui, mais ça, la liste est tellement longue qu'on va pas penser toute l'émission à en parler. On aura d'autres émissions, on pourra l'évoquer. Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'un thème beaucoup plus léger. C'est dans la petite commune de Bioul. Bioul, c'est une petite ville de 1000 habitants dans le Tarn-et-Garonne. Il y a une nouvelle cantine scolaire qui accueille depuis 2011 les enfants de l'école et une dizaine de personnes âgées. Ces déjeuners intergénérationnels rencontrent un grand succès et sans nuire au restaurant de la commune, bien au contraire. Donc la commune de Bioul a installé de longue date l'école publique dans son château du XIe siècle. Lorsque les effectifs de l'école ont augmenté, il n'était plus possible de garder la cantine dans le site classé du château, raconte Gabriel Serra, le maire de Bioul. La municipalité a donc décidé de construire un nouveau bâtiment à 2 pas du château-école et de la mairie. En 2009, lors de la construction de la cantine scolaire en plein village, les personnes âgées se posent des questions. J'ai fini par leur demander si elles voulaient y manger aussi, se souvient l'élu. Elles m'ont répondu « Pourquoi pas ?» La préfecture répond à ces interrogations sur le montage d'un tel projet en précisant que la cantine peut accueillir des personnes âgées à condition de ne faire concurrence ni aux restaurants alentours ni au portage des repas livrés par la communauté de communes. Or, les personnes âgées qui fréquentent aujourd'hui la cantine n'allaient pas au restaurant. Mais depuis, elles y déjeunent pendant les vacances scolaires après avoir négocié un prix avec les restaurateurs. En ce qui concerne le portage des repas, ce service est destiné aux personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles, alors que la cantine intergénérationnelle s'adresse à celles qui peuvent s'y rendre par leurs propres moyens. La nouvelle cantine est équipée pour 132 rationnaires. Comme les enfants et les enseignants sont au nombre de 120, il reste 12 places par jour. Dès le départ, la municipalité a exclu l'idée d'une tarification sur des critères sociaux par l'intermédiaire du CCAS. Cela était trop difficile à gérer pour une petite commune. Le conseil municipal a donc décidé par délibération des conditions d'âge et d'un tarif unique. Il faut avoir plus de 75 ans pour accéder à la cantine scolaire. Les personnes âgées y bénéficient d'un repas amélioré avec fromage, café et éventuellement un quart de vin pour 6 €. Équipée du chauffage par géothermie, la cantine propose des repas réalisés sur place avec des produits locaux et souvent bio. En revanche, il n'y a pas de régime particulier. Chaque jour, donc, 5 à 7 personnes âgées déjeunent à la cantine. En cas d'anniversaire, leur nombre peut atteindre une dizaine. En principe, les anciens achètent leur ticket une semaine à l'avance, mais en pratique, ils réservent souvent l'avant-veille. Pour la mairie, il n'y a pas de bénéfice sur le plan comptable, mais ce n'était pas le but. Le bénéfice réel en termes de rupture de l'isolement, d'harmonie entre les générations ne se comptabilise pas, souligne le maire. Chaque jour, les enfants rejoignent les papis et mamies à la cantine et demandent à manger à leur table. Les enfants sont avides d'histoire de la commune et lorsqu'ils se voient dans la rue, enfants et personnes âgées se disent bonjour et discutent. En un mot, cela fait chaud au cœur et nous espérons que cette expérience fasse école. Ouais, ça fait chaud au cœur évidemment d'entendre des choses comme ça qui ont l'air petites mais qui ne sont pas tellement et voilà, ça compense un peu notre désarroi en face de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, on va passer au feuilleton Philippe Petit, notre ministre de la Culture, qui privatise sa politique, nous apprend le Canard enchaîné. Heureusement qu'il existe celui-là, et comme le Monde libertaire d'ailleurs. Mais le Monde libertaire ne s'attache pas trop
aux facéties de cette ministre de la Culture un peu zarbi pour tout dire. Voilà, un projet ministériel financé par le privé. Eh ben, ça continue. Après les musées, après toutes ces choses-là, bientôt l'école aussi. Bah oui, l'école et l'université. Bah oui, oui. C'est la riche idée qu'a eue cette ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Je rappelle, pour vous les auditeurs, un peu inattentifs, qu'elle est fille d'ouvrier, petite fille d'ouvrier. Son grand-père était résistant pendant la dernière guerre et était recherché au fond de la mine par les forces fascistes pour être envoyé en camp de concentration, voilà. Son papa était mineur aussi, membre du Parti communiste. Et Fifi, eh ben oui, elle a pu faire des études universitaires et même l'école normale sup. Bon, donc elle est pas con, théoriquement, mais si elle est pas con intellectuellement, par contre, pour le reste, on peut se poser des questions. Voilà. Alors, pour organiser son forum de Chaillot, le 4 et 5 avril, consacré à la place de la culture en Europe, je me demande à quoi ça sert, ces trucs-là. Ces services ont contacté plusieurs sociétés de droit privé gérant les droits d'auteur. La SACD, la SCAM, la SACEM, etc. Ils leur ont fait poliment comprendre qu'ils attendaient d'elle une contribution financière de quelques dizaines de milliers d'euros et les ont invités à se rapprocher de la société de communication chargée du route pour les détails pratiques. Comment refuser une surcourtoise invitation? Ça tombe bien, l'un des thèmes du forum est le futur du droit d'auteur à l'heure numérique. Et c'est retombé pour l'État. Pas d'interrogation sur le budget de la manifestation. Entre 400 000 et 500 000 euros. Non mais je sais pas, non mais pourquoi faire des trucs à un demi-million d'euros? Non mais la part publique ne dépassera vraisemblablement, ne dépassera, je vais m'embrouiller. Les 200 000 euros, c'est déjà énorme. Mais enfin bon, indique le ministère. Comme ces sociétés de droits d'auteur marchandent bassement leurs contributions, la rue de Valois a aussi tendu la sébile auprès d'entreprises commerciales comme, je vous le dis, bande Émile, elles sont bien connues, c'est Pouf, Vivendi ou Orange, dont le patron Stéphane Richard est un intervenant annoncé du forum. Oh putain. Il y a 3 semaines, c'est vers le monde du pétrole que s'était tourné Filippetti. Le 28 janvier, elle a signé avec Christophe Demargeau, vous savez, ce connard là, avec ses moustaches un peu cons. Voilà, un connard avec des moustaches cons, ça va ensemble en même temps. Et voilà, et avec cette espèce de Gugus, la ministre des Sports et de la Jeunesse, ils ont signé avec les Sports et la Jeunesse aussi. Valérie Fournéron, une convention... Oui, et la Jeunesse, Valérie Fournéron, oui. Une convention afin de promouvoir l'éducation artistique et culturelle et ses métiers auprès des jeunes. Vous suivez là, jusqu'à maintenant, ça semble un peu long quand même. Bon, enfin bon, pour vous dire qu'elle est encore en train de se mélanger les crayons. Le montage est simple, enfin il est simple pour eux, mais pas pour nous. Dans chaque région, des projets retenus par un jury comportant un financement du pétrolier, lequel déboursera 4 millions d'euros dans l'opération. Mais non, ce qu'on va savoir, c'est qu'est-ce qu'il aura en contrepartie. Bon, si ça se passe comme en Chine, où elle était allée avec Pinault. Ouais, c'est ça. Lui a accompagné une ministre de la Culture qui accompagne un milliardaire en Chine. Ce milliardaire va remettre 2 petites statuettes de rien du tout au Shintok, qui grâce à ça vont l'autoriser à ouvrir son officine de vente, pas par correspondance, de vente aux enchères. C'est une ancienne maison anglaise, Sotheby, je crois, Sotheby, voilà. Mais avec évidemment l'appui du ministère de la Culture français, ça la joue. C'est dans des pays communistes comme ça. Voilà, c'est quand même la ministre qui s'est déplacée. Donc bref, vous voyez l'entre. Et il faut rappeler aussi que son mari a cette chère Aurélie Filippetti, enfin chère entre 1000 et 2200 guillemets, cher Filippetti est un facho notoire, ancien du GUD, et qui travaille pour Pinault. Hein, tout le monde, ça se fait en famille, tout ça. Alors Total et l'État, un partenariat public-privé unique pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Qu'est-ce qu'on se marre. Pas sûr que les 157 personnalités du monde artistique qui viennent d'adresser une lettre ouverte à François Hollande dans laquelle ils s'inquiètent des conséquences d'une baisse prochaine du budget de la culture aient pensé à ce moyen de boucher les trous. Ce sont leurs droits d'auteur ou leurs employeurs qui paieront.
Voilà, enfin bon. Encore, vous me pardonnerez le terme, un enculage de mouche considérable. Voilà, alors Hollande, ce rigolo là, c'est un pote aussi à Arnaud, à Pinault, je veux dire. Voilà, les potes avec les milliardaires. L'autre Gugus qui était avant, c'était avec un autre milliardaire. C'était comment on disait l'autre milliardaire là qui était pote avec Sarko là. Enfin bref, on s'oublie parce que ces noms-là, on n'a pas vraiment envie de les retenir. Bolloré, non, hein, pas Bolloré. Non. Bolloré, oui, ouais. C'est ça, voilà, le yacht de Bolloré. Voilà, donc c'est tous des coquins, comme disait le père Duclos, tous copains, tous coquins, voilà. Bon, le père Duclos, en même temps, il était pas clean, hein. On peut pas dire, c'était un pur stalinien, mais bon, il avait des expressions des fois qui étaient assez frappantes, comme bonnet blanc et blanc bonnet. Mais là, il confondait tous ces gens-là en disant qu'on n'avait pas un pour relever l'autre, et ça n'a pas changé depuis. Si, ce qui a changé, c'est que le Parti communiste, on ne l'entend plus très bien. Voilà, depuis qu'il a abandonné la lutte des classes, etc., la lutte des classes l'a abandonné aussi, hein, parce que, vous voyez, maintenant, où il est, le Parti communiste. Avant, il faisait 25% de l'électorat. Il est plus là. Il était puni. Bon! Voilà, mes conneries, c'est terminé pour ce matin. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez envoyer une lettre de réclamation. Et on pourra vous faire parvenir les textes, si vous voulez. Ou, voilà. Alors donc maintenant on va passer à la deuxième partie de cette émission, je pense, si Piquécou est d'accord, c'est-à-dire passer à la partie artistique. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa. Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. C'était Maman, Papa, interprété par Patachou et Georges Brassens. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, avec Piquécou qui va tout de suite se mettre au boulot. Bah, elle est déjà au boulot à la régie, mais son boulot d'animatrice, pour vous parler de Robert Crumb. Voilà, un dessinateur de comics américain underground. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi cette chanson pour introduire, en quelque sorte, ton papier sur Crumb. Non, c'était pas par rapport à Crumb, c'était plus par rapport à la cantine de Bioul, où je sais qu'il y avait cette ambiance un peu légère, un peu détendue. Tout à fait, d'accord. Bah oui, d'accord, je comprends mieux. Voilà. Alors, Robert Crumb de l'Underground à la Genèse est édité par le musée d'art moderne de la ville de Paris, mais ça, elle va vous en parler après la lecture de son papier. Voilà, un dessinateur de bande dessinée américain, figure de proue du comics underground, qui a adopté une petite ville des Cévennes depuis une vingtaine d'années,
une allure longiligne, de larges lunettes au verre grossissant, un sourire généreux, une fine moustache, un vieux veston, un chapeau mou vissé sur la tête, ou plutôt maintenant une casquette, vous avez peut-être reconnu Robert Crumb. Et avec les indices de Shlomo, je pense que vous l'avez complètement reconnu. C'est un documentaire de Terry Zwigoff, tourné en 1995, qui nous plonge pendant 2 heures au cœur de son travail et de sa famille. Une famille terriblement pathogène, composée de 5 enfants, 2 filles et 3 garçons, un père militaire, ancien Marines, très violent, une mère accro aux amphétamines, une éducation sévère dans une école catholique. Voilà un échappatoire pour cette petite famille, la confection de bandes dessinées, sous la poussée de l'aîné des garçons, Charles, qui embarque ses 2 frères très jeunes dans le dessin. Malheureusement, Robert sera le seul à s'en sortir. Le plus jeune Maxon est devenu ermite urbain. Il médite sur une planche à clous. Il vit seul et s'oblige à faire la manche 1 fois par jour. L'aîné, Charles, un génie du dessin, est dépressif et assommé de médicaments. Il vit dans la maison familiale avec sa mère, entouré de ses bouquins qu'il relit en boucle. Il se suicidera 1 an après le tournage du film. Impossible d'évoquer les dessins de Robert Crumb sans passer par la case familiale et le considérer comme un survivant. Les 2 filles, elles, n'ont pas voulu témoigner dans le film. Robert Crumb arrive à San Francisco quand le mouvement hippie se développe. Il rencontre de nombreux dessinateurs et ses planches vont être publiées dans le magazine Help et les Zap Comics. En reproduisant sur le papier la vie de leur chat, il crée Fritz the Cat. Il fera d'ailleurs assassiner son Fritz par une autruche après la mise à l'écran de sa BD, une adaptation qu'il trouve mauvaise et sur laquelle il refusera de toucher des droits d'auteur. C'est à lui également que l'on doit Mr. Natural. Robert Crumb est prolifique. Il porte un regard incisif, critique et férocement satirique sur l'Amérique contemporaine. Il croque à tout va aux terrasses des cafés, dans la rue, toute cette société à laquelle il ne fait aucun cadeau et qui l'effraie. Il raconte ses inhibitions, ses fantasmes, ses difficultés relationnelles, ses frustrations, ses aigreurs. On a comparé son trait de crayon ou de Rotring aux gravures de Goya, de Daumier, de William Hogarth. Oui, là, pour Goya, je suis pas sûr quand même. Non, je veux dire, un trait à la Goya, je suis pas sûr quand même. Toi. Les autres, oui, mais Goya, non, je crois que c'est un peu exagéré. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais pour ma part, je suis un peu douteux. Se revendiquant obsédé sexuel, les femmes occupent une grande place dans ses planches. Des femmes aux fesses rebondues et charnues, aux cuisses et aux mollets solides, démesurément grandes, des femmes qu'il a eu du mal à approcher avant d'être célèbre. Il se représente toujours en tout petit bonhomme à leur côté, complexé et voûté, les yeux écarquillés. C'est par le dessin qu'il a séduit sa première femme, elle se retrouvant justement dans ses formes très arrondies. Et c'est avec sa 2e femme, Aline, avec laquelle il vit depuis 40 ans, qu'il publie maintenant des bouquins à 4 mains. Fuyant la culture américaine, la famille Crumb part s'installer donc en 1995 à Sauve, au pied des Cévennes. Donc parmi ses nombreuses publications, on peut citer donc Fritz the Cat, Mr. Natural, Les horribles obsessions de Robert Crumb, Mes femmes, Mr. Nostalgie, Belle d'un jour, Mes problèmes avec les femmes, Les aventures de Robert Crumb, et un livre un petit peu à part, c'est La Genèse, qui est paru en 2009, sur une idée au départ de quelques esquisses satiriques d'Adam et Ève. Le bouquin n'est finalement pas une parodie, mais une illustration du texte pris au pied de la lettre. Oui, à ce propos, je dois dire, je le dis maintenant, je pourrais le dire après, mais c'est que j'ai été quand même un peu déçu par ce bouquin qui ne s'évade pas du tout de la Genèse, qui fait du mot à mot, etc., avec une foultitude de personnages, il n'y a pas de respiration. C'est vraiment comme quand on lit la Genèse dans une Bible, quoi. Ça sort pas de ce truc, et c'est un peu étouffant, je trouve. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui a déplu à certains de ses admirateurs. Oui, bien sûr, je peux le croire, je peux le comprendre. Oui. Voilà. Il y a un autre bouquin donc qui est sorti juste là, il y a peut-être 1 an. C'est Parlez-moi d'amour, donc c'est un bouquin qu'il a fait avec Aline, sa femme. C'est une chronique familiale qui fait vivre, évoluer et vieillir un couple d'artistes des 60s à la recherche du bonheur. Bonheur qu'il considère vivre. Comme il dit, en fin de compte, j'ai eu tout ce que je voulais,
J'ai laissé ma marque, j'ai eu la vie sexuelle la plus fabuleuse qu'on puisse imaginer au-delà de mes rêves les plus fous. J'ai 2 enfants merveilleux, un petit-fils, je suis comblée. Robert Crumb a été visible aussi dans les revues françaises. Le magazine Actuel l'a publié dans les années 70. Son histoire Big Yum Yum, qui est une histoire inspirée de Jacques et le haricot magique, est parue dans Pilote. Mister Natural dans l'Écho des savanes. Et maintenant dans Cosette, qui est un nouveau journal féminin, Les aventures d'Aline et Bob, un journal qui se veut un peu en marge. En 2012, le musée d'art moderne de la ville de Paris lui a consacré une rétrospective, donc de l'underground à la genèse. Donc voilà pour la partie dessinateur de Robert Crumb. Et il y a un autre volet qui tient une grande place aussi dans sa vie, c'est le Crumb musicien. Une autre facette, donc ce Crumb musicien à 12 ans, il s'achète un ukulélé en plastique et l'année suivante un banjo. Il collectionne très jeune les 78 tours et se passionne particulièrement pour le blues, le jazz, la country, l'old-time music, ainsi que pour le bal musette parisien des années 1920 et 1930, dont il est l'un des plus fins connaisseurs. En 1986, lors d'un séjour en France, il rencontre Dominique Ravik, qui est guitariste du groupe Les Primitifs du Futur, groupe pour lequel il va jouer du ukulélé et du banjo, et pour lequel il réalisera la pochette de plusieurs disques. Il réalise le dessin de couverture et l'habillage graphique du coffret de 10 CD France, une anthologie des musiques traditionnelles. Et par contre, il a refusé de faire une pochette pour les Rolling Stones, car il n'aimait pas leur musique. Non, j'adore, parce que vraiment, c'est quelqu'un de très atypique dans le milieu de la BD, d'ailleurs. On peut critiquer les Américains pour plein de choses. Ça, voilà, moi je suis le premier à le faire. J'irai jamais vivre dans ce pays-là, c'est sûr. Mais ils ont quand même des mecs qui sont vraiment hors du commun, quoi. En Europe, on est un peu étriqué de ce côté-là. Je trouve il y a personne dans le. À part, on va parler tout à l'heure de deux cartoonistes français, mais qui pourraient se rapprocher pour leur amour du jazz déjà, et puis pour d'autres, évidemment, d'autres regard sur la société tel que Crumb, mais lui c'est vraiment un mec vraiment à part, quoi, puis qui a une puissance de travail là aussi extraordinaire. D'ailleurs, on va vous parler d'artistes, on va vous parler d'un autre artiste, mais français pour le coup, un artiste du 19e qui s'appelle comment, Gustave Doré. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, pareil, qui était un fou de travail. Voilà, ces artistes, il y a aucun doute que ces artistes, c'est leur puissance de travail qui les fait émerger, parce qu'un type comme Crumb, il dessine tout le temps. Dans la rue, chez lui, voilà, on se demande s'il dessine pas même en faisant des parties de jambes en l'air avec sa femme, quoi. Il est toujours avec un crayon à la main ou un rotring, voilà. Et c'est-à-dire, moi, quand j'ai connu par Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo l'a publié très tôt, et mais l'ancien, évidemment, pas Charlie Hebdo le nouveau, l'ancien, je pense. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a ramassé un grand coup sur la gueule quand on a approché cette espèce de truculence invraisemblable de libération de tout, quoi, vraiment. Et il y a des gens qui le haïssent. Il y a d'ailleurs, bah oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure à propos de, c'était Greg, je crois, un dessinateur de BD belge, qui comprenait pas qu'il avait été le Grand Prix de la ville d'Angoulême dans les années 90, je crois, enfin 90, oui. Voilà, un mec Greg, il ferait mieux de fermer sa gueule, parce que lui, ses dessins, je veux dire, c'était pas non plus, c'était vraiment de la soupe, quoi, voilà. Mais bon, c'est ceux qui font de la soupe qui sont les plus jaloux de ces mecs qui ne reculent devant aucune transgression. Ouais. Et par contre, ouais, le DVD est vraiment super pour bien comprendre justement tout cet environnement familial, toute sa façon d'être dans la vie, de dessiner. Si c'est possible de se le procurer, je sais pas, dans les médiathèques parisiennes ou. Oh non, mais je pense que sur le net on peut l'avoir. Hein. Ouais. Si, je pense qu'on peut. Mais voilà, en tout cas, il faut vous prévenir que c'est quand même assez difficile à regarder, parce que là, on est dans un milieu, comme vous l'expliquait Piquet-Coup tout à l'heure, de gens de pathologies terribles, quoi. Oui. Il y a une interview de son frère, justement, c'est Maxon. Le plus jeune, c'est Maxon, celui. Non, c'est l'aîné, Charles. Charles, oui. Charles,
qui prend des médocs, etc., parce qu'il est complètement parti. Et on voit, c'est un type, ça va être un type génial, mais c'est vraiment terrible à regarder et à entendre. Voilà, je pense. Heureusement qu'on n'a pas vu sa mère, parce qu'elle a pas l'air d'être. Ouais, on l'entend. On l'entend. Comme il vit chez sa mère, effectivement. Et Crumb, apparemment, ce qui l'a sauvé de ce milieu, parce que son autre frère qui joue au fakir, là, c'est pas non plus très reluisant. Et ce qui l'a sauvé, c'est justement le dessin. Il a pu se défouler, se vider de toutes ces cochonneries qui lui bouffaient la tête, quoi. Voilà. Et puis aussi, les femmes qu'il a eues sont apparemment des femmes extraordinaires aussi, quoi. Voilà. Ouais. Donc on peut effectivement ce bouquin là dont je me suis inspirée que tu avais là, c'est Robert Crumb de l'Underground à la Genèse, donc qui est édité par le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Donc et un autre on peut parler aussi de la Genèse aux éditions de Noël, donc des livres qu'on peut trouver à la librairie Publico. Ouais. Donc en tout cas la jeunesse que j'ai, c'est ce gros bouquin là. Franchement, mon avis, c'est que c'est pas la peine de dépenser une fortune, essayer de le trouver dans une bibliothèque de près de la ville de Paris, ou de la ville que vous habitez en province, parce que ça vaut vraiment pas le coup de dépenser 50 ou je sais pas combien d'euros pour acheter ce bouquin. Donc la librairie Publico, t'en dis un mot maintenant? Oui, ouais. Oui, la librairie Publico où on vous recommande toujours d'aller acheter vos bouquins. Pour Crumb, bon, je crois que c'est pas la peine, mais la librairie Publico 145 rue à Paris dans le 11e, c'est ça, le 11e, ouais. Métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, voilà. Je le rappelle quand même, où Laurent vous accueille. Laurent, c'est le permanent qui est en charge de cette librairie, qui, comme toutes les librairies, les petites librairies, et encore plus une librairie Anard, ne bénéficie pas franchement d'une aide de Madame Filippetti, qui est chargée de toutes ces choses-là. Voilà, qui doit évidemment jouer avec plein de choses pour pouvoir rester dans le coup, et ça serait dommage qu'une librairie comme ça, qui vit quand même depuis 60 ans, qui en a vu toutes les couleurs, ne voit plus le jour dans les jours qui suivent. Voilà. Alors donc, comme à chaque fois, on fait un appel à votre amour du livre pour aller à la librairie Publico, dans la librairie Publico, acheter des bouquins dans cette librairie, parce que la fonction d'une librairie, c'est avant tout de vendre des bouquins, mais de vous informer dessus aussi, parce que si vous parlez avec Laurent, il pourra vous dire, bah oui, tel bouquin, voilà, c'est sympa, parce que je pense que tous les bouquins qu'il vend, il a jeté un coup d'œil dessus, plus ou moins, voilà. On peut pas lui demander non plus de connaître tous les bouquins par cœur, mais en tout cas, il a un avis sur pas mal de bouquins, et il peut évidemment vous conseiller, parce que entre les bouquins de littérature générale, ceux qui sont plus du côté qui parlent plus de l'anarchie, ou voilà, les BD aussi, il y a des BD, et puis il y a une presse alternative aussi, et puis il y a des tas de petites choses que vous pouvez acheter qui font un peu de gras pour la librairie, mais la première initiative que vous pouvez avoir, c'est d'y aller déjà pour regarder un petit peu, renifler l'ambiance. C'est une sacrée ambiance dans cette librairie anarchiste. Je dis 60 ans quand même, ça serait dommage qu'elle disparaisse, ça serait même un drame, ça serait tragique, parce que dans toutes les œuvres de la FA, c'est une des œuvres qui devrait perdurer, puisque elle met directement en contact des gens comme moi quand j'avais 20 ans. Elle n'était pas là, elle était rue Ternaux, puis il y a eu au Château des Brouillards aussi à Montmartre. Et bien cette librairie, elle permet à des clampins de découvrir notre mouvement, et je pense que pour beaucoup ça a été quand même une espèce de libération, vous voyez, comme de découvrir Robert Crumb en quelque sorte. Voilà, ça ouvre les yeux sur des possibles qu'on ignorait complètement. Donc c'est très important qu'elle existe, parce que bon, il y a toutes les autres œuvres de la fédération qui sont importantes, mais je pense que celle-là, pour moi en tout cas, c'est peut-être la plus importante avec la radio. Moi, je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
sweet home, Chicago. Oh, baby, don't you want to go? Oh, baby, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I 1 and 1 is 2, 2 and 2 is 4. I'm heavy loaded, baby. I'm booked, I gotta go. Fine, baby, why don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I turn to his 4, 4 and 2 is 6. You gonna keep on mucking around your friend, boy, you gonna get you. Been a song on a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm 6 and 2 is 8, 8 and 2 is 10. Friend, boy, just trick it one time. She sure gonna do it again, but I'm crying, hey, baby, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from passing the Mount Highway. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Voilà, et comme l'un de nos auditeurs l'a reconnu, c'était Robert Johnson, Sweet Home Chicago. Oui, un disque, un vinyle qui peut être dans la collection de Robert Crumb, parce que sa collection, évidemment, elle concerne la musique de jazz, et d'abord, peut-être le musette un peu aussi, mais la musique de jazz et tous ces standards, voilà, magnifiques. Enfin, on n'a jamais en jazz, je crois que c'est la période la plus belle, enfin en tout cas pour moi. Voilà, mais j'aime toujours le jazz, même le jazz contemporain, mais c'est pas le problème. Mais quand même celui-là, vraiment, il prend aux tripes. Bon, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours l'émission à Rockoy, avec notre camarade Pitiécou qui est à la régie, à l'animation aussi, vous l'avez entendu, sa belle voix d'hôtesse de l'air. Bon, et tout de suite, si j'ai rien oublié, non, c'est à toi. Je vous cause du camarade Cabu, un cartooniste, maintenant je pense assez connu par le grand public, en tout cas par nos auditeurs, par nous aussi, Cabu qui officie dans tellement de journaux et qui a officié dans tellement de journaux. Cabu qui a été formé par l'école Estienne, vous savez, Place d'Italie, là, il y a l'école Estienne, il y a une série d'écoles là, assez importantes, enfin dans le graphisme, il y a les arts graphiques, je crois pas loin, puis il y a une autre école qui s'occupe de reliure, de tout ce qui a trait aussi aux livres. Et il publie ses premières illustrations, le petit Cabu, en 1954. C'est quand même pas jeune. En 1954, je devais avoir 13 ans. Voilà. Et lui, quel âge il avait? Eh ben, il avait à peu près le même âge. Dans l'Union de Reims. Non, c'est un grand canard. Puis, malheureusement, comme ma pomme, il est mobilisé pendant plus de 2 ans, 27 mois. Moi, c'était 21, c'est un peu moins. Où il bosse au service du journal de l'armée, la planquée, c'est dégueulasse, qui s'appelait Le Bled. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y publie la série La fille du colonel. Ah non, mais alors là, ça devait déménager. Il transpose donc dans ses dessins son antimilitarisme militant et sa vision anarchiste de la société. Alors, personnifié en tout cas par l'adjudant Cronenbourg,
qui a inspiré cette période, quoi. Il collabore à Paris Match aussi. Ah non, il a tout fait, là, c'est le social traite. Durant sa période militaire, bon, oui, à l'armée, on pouvait pas faire autrement. À partir du moment où on accepte d'aller à l'armée en période de guerre, voilà, on peut bien collaborer à Match, hein. C'est pas pire, c'est pas mieux. En 1960, puis on peut toujours critiquer a posteriori, hein. Ça mange pas de pain. En 1960, il dessine dans différents journaux, ce que je vous disais, dont L'Enragé, puis Harakiri, où il côtoie GB, que des bons, Freud et Reiser. Il collabore aussi à Pilote, où il crée le Grand Duduche. Lycéen lymphatique et maladroit, oui, avec ça. Il y avait aussi, comment ça s'appelait, enfin, une petite nana qui était mignonne comme tout. Enfin bon, je me souviens pas. Enfin, quand on voit Cabu, on voit qu'il a gardé la coupe du Grand Duduche, même maintenant. Ouais, même il est plein de rides et tout, mais enfin c'est Duduche toujours. Et Beauf aussi, inspiré par Jacques Médecin, un maire de Nice qui était assez crapoteux aussi, voilà. Jacques Médecin devait s'inspirer des oligarques russes avant l'heure. Il bosse aussi à Harakiri 2, parce que Harakiri, vous savez, était pour une première fois arrêté de publier puisqu'il était vraiment dans la merde et interdit de séjour et tout. Et il y a eu Haraki 2, il a encore travaillé, puis à Charlie Hebdo, enfin depuis très longtemps il travaille avec ses publications. Bon, plus à Harakiri, maintenant c'est Harakiri, c'est fait Harakiri. Il y a le succès qui se ramène pour la pomme de Cabu, l'éternel lycéen, dans les années 70-80, où il publie de nombreux albums. Il s'oriente aussi vers la caricature politique dans le nouveau Charlie Hebdo, parce que ces journaux, ils ont pas arrêté de se renouveler. Enfin bon, forcés par les finances, voilà. Et pour le Canard enchaîné aussi, qui confirme, en tout cas, son statut de dessinateur. J'aurais pas dire de gauche, parce que c'est vraiment connoté concon de gauche. Moi, je dirais son statut de dessinateur anard. Voilà, plutôt. Enfin, même si Cabu est pas d'accord, qu'il vienne me le dire. Il illustre de nombreux livres, la pochette du 3e album de Maxime Le Forestier, on l'appelle aussi le Maxime Caniche Le Forestier, enfin quelque chose comme ça, intitulé Caricature. Il a illustré aussi une série de double CD Cabu chez Nocturne sur quelques grands musiciens de jazz, Ellington, Basie, Gillespie, Peterson, Kenton et notre camarade Béchette, qui a bercé toute ma jeunesse adolescente. Voilà. Avec Armstrong. Aujourd'hui, il travaille régulièrement pour Charlie et le Canard enchaîné, ça je me répète. Il est le père du chanteur, il fallait le dire quand même, Mano Solo, hein, parce que Mano Solo, c'est pas non plus n'importe qui ou n'importe quoi, voilà. Tout ce qu'on peut dire sur Cabu, en tout cas, Cabu que je me rappellerai toujours, une fois j'avais fait l'aller-retour Paris, Agde-sur-Mer, Paris, en nuit. Faut le faire quand même. Je roulais pas, là, à ce moment-là, il n'y avait pas de limitation vraiment de vitesse, puis la nuit, on est peinard. Et j'avais écouté une émission, justement, de nuit, où il y avait tous les gens de Harakiri, dont Cabu, dont Cavana, dont Reiser, dont Bernier, et ça m'avait vraiment transporté. Il y avait 2 heures d'émission, peut-être de nuit, et j'ai toujours gardé un souvenir assez extraordinaire de cette nuit à l'écoute de la radio. Voilà. Sur pourquoi les émissions de nuit, quand même, c'est quand même pas mal. Et en tout cas, je caresse personnellement le projet d'en proposer une un jour qui sera pas franchement toute la nuit, mais qui sera en tout cas le matin très tôt pour pouvoir, et puis avec une périodicité pas seulement une fois par semaine, enfin j'espère, si j'ai la santé comme on m'a dit, voilà tout ce que je voulais dire. Et on va passer tout de suite à la suite des festivités avec après une musique avec Piquet-Cou qui va vous parler du camarade Ciné. Encore un drôle de bonhomme. La dernière fois qu'on l'a vu, nous, c'est à l'enterrement de Cavana. Voilà. Ouais.
C'était Frog Eye More Rag par Armstrong. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mettre sans pub à Racaille, avec la voix de notre camarade Piquet-Cou, qui est à la régie et à l'animation de cette émission. Et cette musique de jazz si merveilleuse. Et d'ailleurs, sur Radio Libertaire, tous les mercredis, vous avez l'émission Blue en Liberté de notre camarade Thierry. Et lui, alors, il doit avoir une discothèque. Je pense que même Chrome, il serait jaloux. Non? Ouais, peut-être. Peut-être. Hein. Ouais, c'est à quelle heure, tu te souviens, Jazz en Liberté? Blues en Liberté? Je crois que c'est dans l'après-midi. Non, c'est en fin de matinée, je crois. En fin de matinée, le mercredi. Voilà, sur Radio Libertaire, Blues en Liberté. Je vous le recommande si vous aimez le blues, en tout cas. Parce que c'est un puits de science, notre camarade Thierry, à ce propos. Moi, je suis vraiment un novice à côté de lui. Voilà. Et tout de suite, donc, Piquet-Cou va vous faire découvrir ou redécouvrir le camarade Ciné, dont je vous ai dit qu'on l'avait vu pour la dernière fois, en tout cas nous, à l'enterrement du père Cavana. Malempoint, oui, sur un fauteuil roulant. Avec des bouteilles d'oxygène. Ouais, mais je dois vous dire que il a fait une toute petite intervention orale sur son camarade Cavana, et c'était la plus, à mon avis, enfin moi je suis toujours un petit peu suspect de partialité, mais à mon avis la meilleure intervention de tous les blablateurs qui se sont exprimés le jour du départ de Cavana pour les vertes prairies du Grand Manitou. Donc un autre dessinateur qui croque et critique notre foutue société, Ciné, de son vrai nom Maurice Ciné, S-I-N-E-T. Né en 1928, il passe son enfance entre Pigalle et Barbès, et à 14 ans, entre lui aussi à l'école Estienne et y étudie le dessin et la maquette. La nuit, il gagne sa vie en chantant dans les cabarets. Une série de dessins basés sur des jeux de mots mettant en scène des chats contribue à le faire connaître. Il entre ensuite comme dessinateur politique à l'Express. Il y exprime ses opinions anticolonialistes pendant la guerre d'Algérie, mais il quitte ce journal en 1962 pour fonder son propre journal, Ciné-Massacre, dans lequel il continue d'exprimer son anticolonialisme, son antisionisme, son anticapitalisme, anticléricalisme et son anarchisme. Jacques Vergès, alors avocat du FLN, qui l'avait défendu contre l'Express, fonde une revue tiers-mondiste, Révolution africaine, à laquelle Ciné participe quelque temps. Mais il manque de liberté sur certains sujets qui lui tiennent à cœur, comme la religion, le sexe, la politique, et préfère donc cesser cette collaboration. En 1968, il fonde L'Enragé avec Jean-Jacques Pauvert et il dessine dans Action. Puis c'est la période Charlie Hebdo avec sa rubrique Ciné sème sa zone. Quelque temps sur TF1 avec Michel Pollack à droit de réponse, mais après un dessin peu apprécié lors de la privatisation de la chaîne, l'émission est supprimée et Ciné passe à l'événement du jeudi. Retour à Charlie Hebdo quelques années plus tard avec la nouvelle direction. Et en 2008, Philippe Val le renvoie sous prétexte d'antisémitisme après un article sur Jean Sarkozy. Sale con. Il est relaxé donc suite au procès intenté par la LICRA pour incitation à la haine raciale. Il gagne également en appel et perçoit donc des dommages et intérêts de 90 000 €. Bravo Ciné! C'est la sortie de Ciné Hebdo avec une 50aine de collaborateurs. D'après Ciné, ce sera un journal d'humour libertaire, ce qu'aurait dû être Charlie s'il était resté dans la tradition initiale. Un canard qui ne respectera rien et qui chiera tranquillement dans la colle et les bégonias sans se soucier des foudres et des inimitiés de tous les emmerdeurs. Malheureusement pas assez rentable, le journal s'arrête pour reprendre en mensuel un tirage de 50 000 exemplaires. Comme Crumb, grand amateur de jazz, Ciné a illustré de nombreux livres sur le jazz ainsi que des pochettes de disques. Un documentaire, Mourir plutôt crever, lui est consacré, réalisé par Stéphane Mercurio. Donc voilà, Ciné mensuel, toujours incisif, c'est une belle brochette de rédacteurs, dont Gérard Filoche, Yanis Youlountaz, Delphine de Thon, un journal qui aussi a quand même toujours besoin d'un peu de sous pour pouvoir continuer à exister. Bien sûr, tous ces journaux alternatifs, et ça change pas depuis le 19e,
ont besoin du soutien de lecteurs. Il faut d'abord le lire, l'acheter ou le piquer. Enfin bon, ça c'est selon vos convictions personnelles. Et puis le lire parce que c'est vraiment irremplaçable. Si on veut pas qu'un jour ceux qui ont la prétention de nous gouverner nous réduisent totalement en esclavage ou éteignent complètement nos voix ou nos envies ou nos espoirs de liberté, il faut qu'il y ait des journaux comme ça pour nous y aider. Voilà, vous croyez, je sais pas, vous pourriez en penser ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ma conviction. Et maintenant, une pause peut-être musicale, camarade, bah oui, elle va nous poser musicalement. C'était Maple Leaf Rag, un ragtime de Scott Joplin. Oui, et 2 auditeurs viennent d'appeler pour nous, pas pour nous remonter les bretelles, mais pour nous dire, nous informer que l'émission Blues en Liberté le mercredi est à 10h30. Ouais. Capito? Merci les mecs, c'était 2 gars? Ou il y avait une fille et un gars? C'était 2 gars. Ouais, c'était 2 gars. 2 gars, merci les gars. Oh. Et maintenant, on va passer à la rubrique des expos à ne pas manquer, ou des expos à voir plutôt. Ouais, alors... Mais il y en a qui ont déjà été... Ouais, il y en a une, il faut y aller absolument, c'est cet après-midi ou rien, c'est celle qui est au Crédit Municipal de Paris, donc chez ma tante, 55 rue des Francs-Bourgeois, au métro Saint-Paul, dans le 4e arrondissement. C'est l'exposition Daumier, les Parisiens de Daumier, les Parisiens et leurs loisirs. Donc cette exposition révèle un autre versant du travail du caricaturiste Honoré Daumier. La satire demeure. Lorsque la censure l'empêche d'évoquer la politique, Daumier prend pour cible ses contemporains.
Donc les Parisiennes d'Aumiers évoquent avec humour les loisirs dans la capitale des années 1830 à 1870, de la coquette au badaud, du saltimbanque à l'arracheur de dents. Tous se mêlent sur les Champs-Élysées et les boulevards. La rue, lieu pour voir et être vu. Le monde du théâtre inspire d'Aumiers. Ouvreuses, claqueurs, souffleurs, comédiens permettent une traversée dans l'univers de la scène parisienne. Dans les cortèges comme dans les bals, l'effervescence du carnaval est un prétexte dont use d'Aumiers pour se moquer des excès de ses contemporains. Il insuffle un humour caustique au monde très en vogue des cafés et des cafés-concerts. Voilà, moi j'y suis passée par hasard la semaine dernière. C'est très sympa, c'est 3 €. C'est une petite salle tranquille. Donc si vous avez du temps cet après-midi, foncez, quoi. Une deuxième exposition... Vas-y Robert, c'est Emmanuel Rivière. Oui, non, c'est toi qui vas en parler. Moi, je vais parler de Géraldine Alibeu tout de suite. Voilà, donc Emmanuel Rivière que nous avions, qui est sculpteur, que nous avions reçu dans notre émission, fait une exposition personnelle, White Spirit. Donc vernissage le 6 mars 2014, avec l'inauguration du nouvel espace de la galerie. C'est la galerie Maël, qui est 1-3 rue Ramponneau dans le 20e arrondissement de Paris. L'exposition est du 7 mars au 15 mars. Donc, je vous donne les coordonnées de la galerie. Il y a un site internet, c'est http://www.maelgalerie, donc MAE2LEGALERIE.com. Bien. Et tout de suite, une autre expo. C'est Géraldine Alibeu. Alibeu, A-L-I-B-E, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, et qui fait aussi des céramiques. C'est assez rare chez les illustrateurs de se mettre les mains dans le caca. Alors, une exposition qui aura lieu du 20 février au 15 mars, vernissage le 4 mars à 18h à la médiathèque Alexandre Jardin, 107 rue Émile Zola à Asnières sur Seine, métro Les Agnettes, ligne 13. Vous voyez, si vous pouvez y aller, vous serez pas déçus. C'est une illustratrice qui fait des images tout à fait, comment je pourrais dire, agréables. C'est pas du tout violent, c'est pas du tout agressif. Elle travaille pour les enfants. Bon, en même temps, on peut pas toujours faire des loups avec des grandes dents qui bouffent des petites nanas avec un chaperon rouge. Hein. Il faut aussi qu'il y ait des choses différentes. Et Géraldine, j'allais dire s'illustre. Oui, elle s'illustre dans ce genre de prestations. Voilà. Et puis, je répète, elle fait aussi de la céramique. Ce sont des céramiques qui sont à l'image de ces illustrations, qui vous poseront pas de problème d'existence. Elles sont, ça. Quand on pense en petit-déj le matin avec un mug, comme on dit maintenant, avec une illustration de Géraldine, ça permet de mieux boire son thé ou son café. Et évidemment, sa tisane aussi, voilà. Alors, Piquet-Coup, pour l'instant, est au téléphone avec un auditeur qui, semble-t-il, parle assez abondamment. Il faudrait lui rappeler à l'auditeur que normalement, on appelle la radio pendant les pauses musicales, mais pas autrement. Voilà. Je peux continuer avec commencer. Passer une petite musique en fait. Ouais, d'accord. Je vais passer une musique. C'est un morceau, c'est Les Primitifs du Futur. Donc c'est un CD dans lequel Robert Crumb a participé et dont il avait fait une des pochettes. J'ai couru trop de routes, j'ai brûlé trop de trains. J'ai dormi sous la lune et j'ai eu toujours faim. Rien dans le vent, Jesus, rien dans le ventre du chagrin. J'ai vu des villes si hautes qu'elles grimpaient jusqu'au ciel. Vu des femmes si douces qu'on aurait dit du miel. Mais pas celle-là, Jesus, oh non pas celle que je cherche en vain.
traîner dans les pas tout le long de la piste, où des nègres à guitare chantent des chansons tristes. Et j'ai pleuré Jesus, oui j'ai pleuré entre mes mains. J'ai retrouvé Bessie dans une carrière. Elle a les cheveux rouges et son homme est un mari. Elle fait la pute Jesus, elle fait la pute sur le trottoir. J'ai tiré sur ce type et je l'ai vu tomber, le tout dans la poussière, prêt à être enterré. Une fleur de sang, Jesus, une fleur de sang à son réveil. Chantera, ils viendront me chercher. Je prie pour qu'un voleur entre deux poulaillers. Es-tu ce qu'a Jesus? Es-tu ce qu'a avant demain? Voilà, c'était Trop de route, trop de train par le groupe Les Primitifs du Futur. Donc là, il y avait Robert Crumb qui faisait du banjo et à l'harmonica, c'était Jean-Jacques Milteau. Ouais, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, c'est nous les anarchiques. Voilà. Avec donc vous avez reconnu Piquet-Cou qui s'occupe quasiment de tout, quoi, de la régie et puis de causer aussi dans le poste. Ça a été dur de l'amener à causer dans le poste, mais maintenant c'est aussi dur de l'arrêter, quoi. Non, alors je sens que je vais être traité de machiste encore par quelques auditeurs, tristes plutôt, parce que les auditeurs ils se manifestent pas trop là-dessus, mais enfin ça peut arriver quand même. Je me suis fait déjà traiter de quoi oui, enfin non, je veux pas vous raconter parce que c'est pas joli. Bon, tout de suite on passe donc aux œuvres de la FA. Avec tout d'abord les éditions du Monde Libertaire, pour un petit livre, je dis petit parce qu'il coûte 3 €, mais des fois c'est des livres quand même assez conséquents, mais il n'y a pas besoin de faire des livres de 600 pages pour émettre pour écrire des choses originales, hein, au contraire. Moi, ce que je reproche un petit peu, les pavetons de 600 pages, ça m'a toujours fait gerber. Parce que je trouve ça complètement... Les 600 pages, en fait, ils peuvent souvent les résumer avec une petite nouvelle, quoi, voilà. Le contrôle social en société dite démocratique. C'est l'anarchie. Qui n'a jamais entendu cette expression? Ah oui, non, plutôt, j'en recommence. Vous dites, c'est l'anarchie, c'est le bordel, quoi. Voilà. Qui n'a jamais entendu cette expression employée pour parler d'une situation chaotique. On peut dire c'est le chaos au lieu de dire c'est l'anarchie. Alors c'est un manque de culture peut-être. Pour ces détracteurs, une société anarchiste serait proche de la jungle, alors que nos sociétés démocratiques seraient organisées. Et pourtant, la misère, les obscurantismes et les guerres n'ont jamais été aussi présents. La démocratie telle que nous la vivons est donc loin d'être neutre politiquement.
On revient à ce qu'on disait au début de cette émission. Seuls les riches et les puissants s'y retrouvent et ont intérêt à maintenir le système en place. Voilà, que ce soit le système Poutine, le système Hollande, le système Obama, le système... Et voilà, tous ces gens-là, voilà, bon, c'est bref. Pardonnez-moi si je parle pas très bien chinois. Là où les dictatures fascistes et communistes ont inventé le camp de concentration et le goulag, le système démocratique bourgeois utilise un procédé qui lui est propre, le contrôle social. Oui, sauf qu'avec les pétarades actuelles du Front National qui a pour projet, évidemment, son projet politique pour les prochaines présidentielles, où c'est de créer des camps de concentration pour parquer les Roms. Voilà. Le contrôle social, oui, c'est pas mieux. Il s'agit d'intégrer de force l'individu au système, ou mieux, de l'y faire adhérer de lui-même, selon le principe bien connu de la servitude volontaire, décrit par la Boétie. Vous savez, ce jeune homme, il était très jeune. Quel âge il avait quand il a écrit ça ? Il avait 17 ans quand il a écrit ça. Rimbaud, 17 ans, de la Boétie, 17 ans. Voilà, bon. Mais c'est rare, hein, quand même. Le génie si précoce, c'est très rare. En parallèle, il convient de surveiller d'une façon ou d'une autre les individus pour anticiper et repérer dès l'origine toute velléité contestataire. Voilà. C'est les tentatives qui sont faites actuellement à l'école pour détecter les petits délinquants précoces, ou qui deviendront en tout cas. Mais le détecter quand ils sont pratiquement bébés. Bientôt, ils le détecteront dans le ventre des mères. Voilà, enfin bon, on est vraiment dans un truc... Voilà, donc les éditions c'est un petit opuscule qui coûte 3 €, que vous pouvez évidemment acheter à la librairie Publico. Voilà, et à la librairie Publico, dont je vous ai parlé tout à l'heure, auquel vous pouvez aussi souscrire pour l'aider. Vous pouvez acheter la carte d'auditeur pour l'aider, 20 €, voilà. Et surtout, y aller et acheter des livres. Et puis le Monde Libertaire, là c'était les éditions du Monde Libertaire, mais le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, qui a aussi besoin de vous, évidemment, pour survivre, parce que c'est au-dessus de ces publications qui sont fragilisées par la mondialisation, par tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, et on n'est pas encore attaqué d'une manière directe par la censure, mais il y a une autre censure bien plus efficace, c'est celle qui consiste à assécher la source de nos principaux revenus, soutien, c'est-à-dire nos lecteurs ou nos auditeurs, et pour ça il y a des moyens importants qui sont mis en place, pas directement contre nous, mais qui sont en fin de compte presque uniquement contre nous. Voilà. Parce que c'est contre les idées de liberté, les idées de refus de l'esclavage, etc., etc. Vous savez que tout est fait en ce moment, de toutes les publicités débiles qu'on voit à la télé, toutes les publicités débiles qu'on voit dans le métro, qu'on voit sur les bus, qu'on voit sur les métros, qu'on voit partout, nous incitent pas à devenir des gens critiques, etc., etc. Bref, bon, je passe parce que marre de radoter. Voilà, la librairie Publico. Et puis, alors donc le Monde Libertaire, vous pouvez le trouver à la librairie Publico en dépôt de presse, ainsi que ces collatéraux, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont le 15 hebdomadaire gratuit et le hors-série, qui lui n'est pas gratuit, mais qui est en dépôt de presse aussi à la librairie Publico. Et évidemment, vous pouvez à la librairie Publico vous abonner au Monde Libertaire. Car vous savez bien que le principal soutien des journaux, c'est l'abonnement. Alors évidemment, les grands hebdos, je vous les citerai pas parce que ça fait chier pour leur faire de la publicité, mais eux, ils font des publicités à tout casser pour avoir des abonnements en vous faisant des cadeaux bidons, enfin que vous trouvez à 2 balles sur le marché, dans une boutique, et voilà, dans une grande surface ou des trucs comme ça. Enfin, ils vous font croire qu'ils vous font un cadeau royal, alors que tout ça vient de Chine, et ça fonctionne le temps voilà, de quelques jours, et puis après ça tombe en rade. Voilà. Nous, on vous fait pas de cadeaux, hein, au Monde Libertaire. On vous demande simplement d'essayer de tenter le coup, de nous lire, pour voir si ça vous plaît, si ça vous apporte quelque chose ou pas. C'est tout ce qu'on peut vous promettre. On fait tout notre possible pour diffuser des informations, des textes, etc., des cartoons même, qui vous sortent un petit peu de cette mélasse. C'est tout ce qu'on peut vous promettre. Voilà.
un petit monde, un petit vent frais. Voilà, la librairie Publico, là-dessus, je vous en ai parlé, et Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment, voilà, tous les jours, qui fonctionne du matin jusqu'au soir, et des fois tard dans la nuit. Enfin, ça dépasse pas minuit en général, hein. Mais quand même, après il y a de la musique pour le restant de la nuit. Bon. Alors, la librairie, je me mélange les crayons. Radio Libertaire, c'est la radio évidemment de la Fédération anarchiste, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet. Voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la grille de Radio Libertaire, vous allez, pour ceux qui ont des ordis, mais bon, il y a encore des gens qui n'en ont pas. Et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que la vie est bien plus simple quand on n'avait pas, était bien plus simple quand on n'avait pas toutes ces saloperies à notre disposition. Bon! Parce que là encore, c'est un truc bidon, l'ordinateur, et ça vous fait... Vous avez l'impression que vous possédez toutes les informations du monde, vous avez toute la liberté d'aller piocher. Mais alors, enfin, les informations sont toujours un peu les mêmes, de toute façon. C'est difficile de se faire une vraie idée sur ce qui se passe avec ce qui est publié par le net. Bon! Alors, vous avez aussi... Alors, sur le net, c'est... non, vous allez sur Google, toutes ces choses-là, voilà, toutes ces multinationales qui nous pompent du fric, qui nous pompent l'air aussi, et vous tapez Radio Libertaire et puis vous aurez toutes les informations que vous voulez pour pouvoir écouter cette radio. Voilà. Et puis bon, vous aurez la grille, et sur la grille, vous avez pendant un mois, vous pouvez écouter toutes les émissions, voilà, qui ont déjà été publiées sur la grille. Voilà. Comme aujourd'hui, si vous voulez cette émission, vous pourrez la trouver sur la grille avant 1h de l'après-midi, quoi. Ça, je sais pas dans combien de temps ça met pour être sur la grille. Des fois, c'est pratiquement à la fin de l'émission. Voilà, pratiquement à la fin de l'émission, vous aurez à nouveau l'émission et vous pourrez l'écouter pendant un mois si vous le voulez. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, la Radio Libertaire. Ah oui, non, mais Radio Libertaire qui a besoin aussi de votre thune. Voilà, la carte d'auditeur, je vous en ai parlé tout à l'heure, à 20 €, ouais, c'est ça. Ça, c'est sa principale source de revenus. Mais il y a aussi les dons, etc., etc. Vous pouvez, évidemment, mais tout ça, vous pouvez le faire à la librairie Publico, souscrire je sais pas, il y a une souscription à partir de 5 €, voilà, pour donner de la thune à cette radio qui en a bien besoin pour assurer la maintenance technique. Et croyez-moi, il y a toujours des problèmes avec la technique, parce que plus elle est pointue, plus c'est difficile à maintenir en état de marche. Heureusement qu'on a un camarade ingénieur du son, bénévole, je le rappelle, qui donne beaucoup de son temps pour cette radio, et on le remercie, dans cette émission. Il a aussi d'ailleurs, il publie aussi d'ailleurs avec son groupe un artiste, un espèce de une publication, voilà, je sais pas si elle est épisodique ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Un artiste, justement, d'art plutôt contemporain, que vous pouvez aussi acheter à la librairie Publico. On vous la recommande parce que c'est rare chez les anards d'avoir des publications consacrées uniquement à l'art. Bon. Et puis voilà, j'avais fini mon petit business. J'espère que ça n'a pas été trop confus aujourd'hui. Ça ira de mieux en mieux, j'espère, en tout cas, pour que vos oreilles soient pas trop ensablées. Allez, salut. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de Gustave Doré. Et là, je vais terminer par un morceau toujours des Primitifs du futur qui s'appelle la femme panthère et l'homme sandwich. Au revoir. Au soir, de Barbès à Rochechouart, il arpente le trottoir, c'est un fantassin de l'affiche, mais un soir de spleen, il a croisé sa féline, une panthère noire divine, voilà notre piéton qui biche. Quand on est un homme sandwich, faut planquer ses miches, attention au maxillaire, à la femme panthère, sous ses crocs ou sous ses griffes, d'ailleurs c'est kiff-kiff, tu finiras dans ses bras en chair à saucisse.
Et tout excité devant ses pilosités, il ne pense qu'à la fourrer, mais c'est une paire de manches. Et lui a dit viens, je dois faire mes griffes ce matin. Lui qui pense qu'au gros câlin, il a proposé sa planche. Quand on est un homme sandwich, faut planquer ses miches. Attention au maxillaire, à la femme panthère, sous ses crocs ou sous ses griffes, d'ailleurs c'est kiff kiff. Tu finiras dans ses bras, en chair à saucisse. Mais pour son malheur, il porte sur son cœur la réclame pour un fourreur qui solde ses vieilles peaux place blanches, ses griffes après le bois. Lui ont transpercé le foie et on l'a mis tout guingois, raide et nu entre quatre planches. Quand on est un homme sandwich, faut planquer ses miches. Attention au maxillaire, à la femme panthère, sous ses crocs ou sous ses griffes, d'ailleurs c'est kiff kiff. Tu finiras dans ses bras, en chair à saucisse. Quand on est un homme sandwich, faut planquer ses miches. Attention au maxillaire, à la femme panthère,